Ce que vous allez entendre aujourd'hui risque de vous faire reconsidérer toute envie d'exploration souterraine. Deux histoires terrifiantes où la roche et l'eau sont devenus les pires ennemis de l'homme. La première nous plonge dans l'enfer d'un instructeur qui a condamné 12 enfants par pure négligence. La seconde révèle comment deux plongeurs ont ignoré tous les signaux d'alarme jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un matin de printemps, le 23 avril 2005, Richard R. se préparait à guider ce qu'il pensait être une simple excursion scolaire. À 20 ans, ce jeune homme se croyait suffisamment expérimenté pour emmener 12 enfants dans les entrailles de la grotte du diable. Pendant qu'il donnait ses dernières instructions, Melissa Jones, sa collègue, attendait dehors son propre groupe. La température extérieure affichait 20 degrés, mais dans les couloirs calcaires, 13 degrés les attendaient. Assez froid pour aspirer lentement la chaleur corporelle. Les enfants, âgés de 8 à 12 ans, s'agitaient d'excitation en ajustant leurs casques. Aucun n'avait jamais exploré une grotte sauvage auparavant. Richard transportait un sac avec de l'eau, des barres énergétiques et une trousse de premiers secours. Des préparatifs pour une sortie de 3 heures. Ce qu'il ignorait, c'était que les 7 kilos pris pendant l'hiver allaient tout changer. Vers 11h30, le groupe navigua à travers des passages de plus en plus difficiles. Les petites corpulences des enfants leur permettaient de passer facilement là où Richard devait se contorsionner. Chaque franchissement renforçait un faux sentiment de sécurité. Leur chemin menait vers un obstacle terrifiant, une fissure verticale de 25 cm de large sur 2 mètres de haut. Cette faille reliait deux passages du système souterrain. Richard apercevait que le passage au-delà était plus large, juste assez pour ramper à 4 pattes. Sa mémoire lui disait que cet espace continuait vers des portions impressionnantes de la grotte. Il prit une décision fatale, envoyer d'abord les enfants pendant qu'il superviserait, puis les suivre. Un par un, les jeunes explorateurs se glissèrent dans l'ouverture étroite. Leur corps se compressait en naviguant les sections serrées. Certains gémirent d'inconfort, mais les 12 émergèrent finalement dans le passage horizontal. Richard se tourna sur le côté et commença sa propre entrée. Immédiatement, la pierre l'agrippa plus fermement qu'il ne s'en souvenait. Sa poitrine se pressait contre un mur, sa colonne vertébrale contre l'autre. À mi-chemin, le progrès s'arrêta. Le passage se rétrécissait juste assez pour que ses hanches ne puissent pas passer. Il tenta de reculer mais se retrouva coincé dans un angle impossible. La roche le tenait dans un étau, comprimant sa poitrine et restreignant sa respiration. La réalisation le frappa. Il était complètement bloqué, avec 12 enfants piégés au-delà de sa portée. De l'autre côté, l'excitation des enfants se transforma en horreur pure. Leurs visages se déformèrent de peur en voyant leur guide prisonnier de la roche. Certains se figèrent, paralysés. D'autres commencèrent à pleurer silencieusement. À l'extérieur, Melissa consultait sa montre. Le groupe n'était pas censé revenir avant 15 heures. Inconsciente du drame, elle profitait du soleil printanier. La première heure passa dans un flou de tentatives désespérées. Chaque mouvement l'enfonçait plus profondément. À la marque de 2 heures, la température commença son assaut mortel. Sans mouvement pour générer de la chaleur, tous commencèrent à frissonner. L'air limité changeait de composition, provoquant maux de tête, vertiges et nausées. À 15 heures, Melissa alerta enfin les secours. Quand les sauveteurs localisèrent le groupe, ils furent choqués, Richard épuisé, coincé dans la fissure, et 12 enfants inaccessibles au-delà. Les tentatives initiales furent désastreuses. Les pompiers locaux attaquèrent la pierre avec des masses, envoyant des ondes de choc dangereuses. 2 heures plus tard, une équipe spécialisée arriva. Ils se concentrèrent sur Richard lui-même, coupant ses vêtements et le déplaçant vers une section plus large. Après 5 heures d'enfer, Richard fut extrait. Le retour de circulation apporta une douleur atroce. Tous les enfants furent ensuite évacués, deux nécessitant une hospitalisation immédiate pour hypothermie. Cette tragédie nous mène à notre seconde histoire. Le 26 février 2002, Travis Jenkins et Dal Fisher arrivèrent à la mine de la Crique avec un équipement de plongée basique. Aucun ne possédait de formation en plongée souterraine, une discipline hautement spécialisée avec des protocoles stricts. L'ancienne mine de marbre présentait un piège mortel. Sa grande chambre ouverte avec un bassin tranquille semblait sûre, mais cachait un réseau perfide de tunnels inondés et de passages étroits. Les deux hommes entrèrent dans l'eau, Jenkins manipulant un dévidoir critique pour maintenir une ligne de conduite. À l'intérieur, la visibilité était compromise par de fins sédiments. Leur mouvement de palme pouvait réduire la visibilité de plusieurs mètres à quelques centimètres en quelques secondes. Alors qu'il progressait, Jenkins s'arrêta pour réparer son dévidoir bloqué. Cette distraction de quelques secondes fut fatale. Quand Jenkins leva les yeux, Fisher avait disparu. Dans l'eau trouble, sous la faible lumière, le contact visuel était perdu.
Jenkins chercha frénétiquement mais ne trouva rien. Il émergea seul, bouleversé, et contacta les secours. Plusieurs tentatives de recherche furent menées dans des conditions dangereuses. La recherche fut suspendue pour permettre aux sédiments de se déposer. Le lendemain, les sauveteurs localisèrent le corps de Fisher dans un tunnel latéral à 40 mètres de l'entrée. Il s'était séparé de Jenkins, était entré dans un passage en surplomb et avait manqué d'air en tentant de retrouver la sortie. Jenkins défendit leur préparation, prétendant qu'il n'avait exploré que les bassins ouverts. Mais les experts furent formels. Toute plongée en environnement fermé nécessite une formation spécialisée, équipement redondant et protocole strict. Ces deux tragédies illustrent brutalement comment l'overconfiance et le manque de préparation peuvent transformer une aventure en cauchemar. Dans les profondeurs, qu'elles soient sèches ou inondées, la marge d'erreur est inexistante et le prix de l'ignorance peut être la vie.